Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous regarderons ensemble dans un instant comment intégrer le sujet biodiversité dans ces placements. Nous en parlerons avec Hervé Guèze, directeur de la gestion actions et taux de Mirova. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à des questions que sûrement beaucoup d'entre vous se posent. Que faire en matière de placement ou d'investissement dans un contexte d'incertitude politique et fiscale comme celui que nous connaissons à l'heure actuelle? Nous poserons la question à Benoît Lombard, président de Maison Laplace. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur les différentes choses à savoir lorsque l'on est un résident fiscal français mais que l'on détient un compte bancaire à l'étranger. Une question que nous poserons à Aurélie Sultan, avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée au sein du cabinet de Meusois. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment intégrer le sujet de la protection de la biodiversité dans ses placements? Voilà la thématique qui va nous animer aujourd'hui dans Investir Responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hervé Guèze. Bonjour Hervé Guèze. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion actions et taux au sein de Mirova. Mirova, fonds d'investissement qui détient plusieurs fonds, société de gestion pardon, qui détient plusieurs fonds en lien avec la protection de la biodiversité. Et on peut mentionner aussi qu'on a vu récemment dans la presse que vous aviez été missionné aussi pour gérer un fonds de place, fonds objectif biodiversité pour un certain nombre d'investisseurs institutionnels. On peut dire que le sujet investissement dans la biodiversité est un sujet que vous connaissez bien chez Mirova. Alors oui, c'est un sujet que l'on travaille depuis longtemps. On a commencé à le travailler il y a quasiment une dizaine d'années maintenant sur les actifs plutôt non cotés. D'accord. En fait, à l'époque, puisqu'il s'agissait surtout d'investir dans des projets d'agroforesterie, des projets d'exploitation des terres durables. Et puis, c'est une stratégie qu'on a commencé à développer sur la partie cotée il y a quelques années maintenant, avec la montée en maturité du thème chez les entreprises. Question volontairement caricaturale pour bien comprendre, ça veut dire quoi investir dans la biodiversité? C'est différent d'investir par exemple dans des sujets climatiques, c'est deux manières d'investir, de stratégies différentes? Oui, alors les thèmes sont différents. C'est-à-dire investir dans le climat, c'est investir sur des entreprises qui apportent des solutions aux enjeux de réduction des émissions carbone. C'est investir dans des entreprises qui gèrent bien leur transition sur le sujet des émissions carbone. Alors la façon de faire va être la même, c'est-à-dire on va avoir ce diptyque solution, transition aussi sur la biodiversité, mais le thème est différent. La biodiversité, c'est l'économie du vivant, c'est les ressources écosystémiques, et donc il va s'agir d'investir dans des entreprises qui apportent des réponses à ces enjeux majeurs pour l'économie de demain. D'accord. À la fois avec des entreprises plutôt de taille moyenne et petite qui apportent des solutions nouvelles à des enjeux qui émergent, par exemple dans la biochimie, dans l'économie circulaire, dans la gestion durable de l'eau. Et puis, il s'agir d'investir dans des entreprises qui sont exposées très fortement à ces enjeux et qui doivent, elles, au long cours, se préparer à la transition, sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, s'assurer que leur façon de gérer leurs impacts sur la biodiversité ne détruisent pas l'écosystème sur lequel elles sont elles-mêmes assises. Comment on fait quand on est une société de gestion, quand on gère un fonds d'investissement et qu'on doit mesurer la réduction d'impact, par exemple, d'une activité économique sur la biodiversité? Alors la question de la mesure, c'est une bonne question, est extrêmement compliquée. On en est au début, puisque si on continue à faire le parallèle avec le changement climatique, c'est vrai que le changement climatique, c'est un sujet qui a la simplicité, entre guillemets, de se dire qu'il y a une mesure unique, qui est l'équivalent de la tonne de CO2, et que l'équivalent de la tonne de CO2, qu'elle soit émise au pôle Nord, au pôle Sud, à l'équateur, c'est pareil. La biodiversité, c'est pas du tout la même chose, puisque les pressions sont multiples et les sujets peuvent être globaux, mais aussi très locaux. Et donc la question de la mesure de l'empreinte est beaucoup plus compliquée. Néanmoins, c'est pas parce que vous n'avez pas une mesure unique qui existe, c'est comme le climat il y a 15 ans, vous pouvez tout à fait évaluer de façon qualitative quelles sont les solutions qui font du sens. Est-ce qu'il y a un marché pour ces solutions? Et vous pouvez tout à fait regarder le business model de l'entreprise quand vous êtes un gérant de long terme et que vous faites une analyse fondamentale de l'entreprise pour comprendre à quel type de service écosystémique l'entreprise est dépendante et s'assurer qu'elle a mis en place les trajectoires qui vont permettre de gérer ça sur la durée. Donc la difficulté de la mesure, de la métrique unique
et pas un frein à l'investissement. Par contre, c'est sûr que c'est un sujet de recherche, c'est un sujet de déploiement de data, mais on vit une époque formidable pour la data avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, et ça permet de faciliter des investissements ça le permettra de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va avoir, la réglementation va permettre d'avoir de plus en plus de données disponibles. Bien sûr. Les entreprises elles-mêmes, on commence à traiter, même en dehors de toute réglementation, ces sujets-là. Donc on va avoir de plus en plus de données disponibles et la façon de traiter ces données-là, on a aussi de plus en plus de moyens de les traiter. Quand vous parlez de la réglementation, est-ce que la réglementation CSRD, par exemple, peut faciliter des investissements en biodiversité ou on n'en est pas encore là? Oui, alors on espère qu'elle le D'accord, mais c'est pas encore aujourd'hui. Mais c'est pas encore, tout n'est pas encore mis en œuvre et disponible. Mais encore une fois, la réglementation, les données, tout ça, ce sont des petits sujets par rapport à l'ampleur du thème. D'accord. Par exemple, le Forum économique mondial, déjà en 2000, calculait qu'environ la moitié de l'économie était extrêmement dépendante de services écosystémiques. La Banque centrale européenne, l'année dernière, en 2023, a estimé que 75% des prêts qui étaient accordés en Europe étaient accordés à des entreprises qui étaient hautement dépendantes d'au moins un service écosystémique. D'accord. Donc le sujet est juste crucial et majeur, et les petits freins de la réglementation n'est pas pareille partout, les datas ne sont pas exactement disponibles, ça ne permet pas des comparaisons fiables et robustes tout le temps, n'empêche pas que si on met de l'intelligence humaine, ce qu'on essaye de faire, bien sûr, ouais. des personnes qui sont compétentes sur les sujets, qui dialoguent avec les entreprises, on n'est pas du tout capable d'identifier, encore une fois, les solutions qui vont qui vont se multiplier parce qu'il va falloir traiter le sujet, et l'adaptation, la transition, parce que les grandes entreprises ont besoin d'incorporer ces solutions dans leur nouvelle façon de faire. Parce que dans les choix d'investissement, vous l'avez dit, il y a entre guillemets les petites entreprises qui apportent des solutions, et donc on est sur des innovations où là, votre rôle, c'est plus d'identifier s'il y a réellement un marché, parce que vous restez un investisseur, donc il faut une rentabilité quand même pour l'entreprise. Et puis il y a ces entreprises qui intègrent cette idée de diminuer leur impact année après année. On a vu le sujet notamment quand il s'agissait de stratégie climat et les discussions qu'il pouvait avoir sur le respect ensuite des stratégies montrées par les entreprises, le durcissement du label l'ISR d'ailleurs sur le sujet, sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier ensuite les trajectoires des entreprises au-delà des engagements pris? Alors, deux questions. Alors, bon, évidemment, je suis un petit peu caricatural, mais c'est l'idée entre la petite entreprise et la grande entreprise. Oui, évidemment, les grandes entreprises développent aussi des solutions, mais on va dire que les modèles plus purs, mono-activité, les entreprises type solution, 100% solution, on va les trouver plutôt dans les petites entreprises. Donc là, effectivement, on ne se pose pas la question. Dans la grande entreprise, il ne s'agit pas que d'une transition non plus. C'est-à-dire que cette transition va permettre de mettre en œuvre des solutions. Soit parce que vous allez faire appel à des entreprises qu'on aura pu identifier, on voit qu'elles ont, ça devient des fournisseurs de plus en plus importants. D'accord. Ah oui, donc ça passe par les achats. Elles-mêmes vont développer aussi des nouveaux produits plus responsables. Donc en sortie de chaîne, même si ce ne sera pas 100% solution, on voit aussi des choses se passer très concrètement. Et effectivement, après, la question de la trajectoire est plus difficile à mesurer au sens... Ce serait idéal d'avoir les travaux aboutis sur la métrique. Une métrique commune, oui, bien sûr. Commune. Mais ça, c'est envisageavoir d'avoir une métrique commune sur la biodiversité? Je pense que c'est bien de continuer à chercher. D'accord. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir une métrique avant une bonne dizaine d'années, au moins là-dessus. Et de toute façon, ça restera basé sur des hypothèses, parce que, encore une fois, les problématiques sont locales et ne se compensent pas entre elles. Donc une métrique commune, c'est vraiment l'agrégateur qui permet de donner un signal, mais ça ne sera jamais le nec plus ultra de la façon de mesurer la biodiversité. On restera par pression et on intégrera ces éléments-là dans l'analyse qualitative. Ça restera un élément extrêmement important. Très rapidement, en matière de performance, on a souvent la question stratégie SR et performance. Est-ce qu'on peut se poser la question stratégie biodiversité et performance? Oui, je pense qu'on peut se poser la question de l'ensemble des stratégies thématiques, au-delà de la biodiversité, climat, etc. Ce qu'il faut comprendre sur ces stratégies thématiques, c'est que c'est des produits qui permettent d'allouer sur une thématique, et que donc, soit vous êtes vous-même très expert du marché, soit vous allouez sur plusieurs thématiques. Il ne s'agit pas de se dire, quand on
pense performance. Alors, parce que quand on est français, on peut penser CAC 40 ou SBF 120. Quand on est investisseur international, on pense au MSCI World. Bien sûr. L'idée, c'est pas de dire qu'une thématique va en permanence surperformer l'ensemble du marché. Est-ce que la biodiversité va surperformer l'intelligence artificielle l'année prochaine ou dans 2 ans? On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'en absolu, les entreprises, c'est une dynamique positive. Et si on investit pour le long terme, c'est un gisement d'investissement, si on prend un angle un peu private equity, sur lequel on va trouver de la performance absolue, significative, sur la durée. Donc si on s'éloigne un petit peu des sujets de volatilité et qu'on est intelligent, c'est-à-dire qu'on fait pas que de la biodiversité, mais qu'on fait aussi du climat, dans la biodiversité de l'eau, de la technologie, ça fait du sens d'avoir une brique d'allocation de gestion thématique sur la durée d'investissement. Merci beaucoup Hervé Guez de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion actions et taux chez Mirova. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Que faire en matière de stratégie de placement ou d'investissement dans une période incertaine en matière politique, mais aussi en matière fiscale? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de Maison Laplace. On trouvait intéressant de faire le point un peu global avec vous sur une stratégie d'investissement en cette fin d'année, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Déjà, on a entendu beaucoup de choses vis-à-vis du budget 2025 qui a pu attiser un petit peu les angoisses ou les craintes d'un certain nombre d'investisseurs. Puis ensuite, on a entendu beaucoup de choses avant que le gouvernement soit censuré sur l'impact que ça pourrait avoir sur les marchés financiers, sur la dette française. Je mets de côté l'immobilier qui, lui, pour le coup, a attisé certaines craintes aussi en matière de fiscalité lorsque l'on parlait d'investisseurs immobiliers. On se retrouve en fin d'année 2024 avec peu de certitudes quand même en matière d'investissement et beaucoup de questions sur ce qui va advenir de ces investissements à court terme. Comment est-ce que vous analysez la séquence de manière globale, Benoît Lombard? Non, effectivement, une grande incertitude, et puis une incertitude au plan fiscal, puisque bien évidemment, c'est surtout les enveloppes au sein desquelles les investissements peuvent se réaliser, que ce soit immobilier ou financier, qui posent des difficultés, avec bien évidemment la censure du gouvernement, et puis le fait qu'on n'a pas de budget. Donc pour cette année. Mais ça veut dire quoi, pas de budget pour un particulier? Ça veut dire non seulement, bien évidemment, au sens de l'État, on ne sait pas comment sera financée l'année prochaine. Bien sûr. Vraisemblablement, une loi de finances dite spéciale va sortir le 11, je crois, décembre prochainement, et que cette loi fiscale va permettre simplement au budget de fonctionner. Mais en reprenant ce qui avait été décidé pour l'année 2024. En fait, on va faire un copier-coller, on va faire une transposition par effet miroir, si je puis dire, du budget 2024 pour 2025, qui va permettre 3 éléments importants. D'abord, de pouvoir payer, bien évidemment, tous les fonctionnaires, c'est quand même bien sûr, qui est fondamental, et d'assurer la continuité de l'État et des services régaliens de l'État, mais aussi, bien évidemment, de pouvoir trouver le financement qui est nécessaire avec la faculté pour France Trésor, qui émet les obligations françaises, qui émet la dette française. Je rappelle, 270 milliards d'euros d'émissions en 2023, 2024, on est à un montant qui est encore supérieur, il faut qu'il puisse fonctionner. Et puis le financement de la Sécu. Ça, c'est au plan, on va dire, des institutions et de l'organisation de nos pouvoirs publics et du financement public. Maintenant, on a, pour les particuliers, une problématique qui est à quelle sauce fiscale vais-je être mangé? Bien sûr. Eh bien ça, c'est à l'instar de chaque année. Je rappelle la règle du jeu, elle est très 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 simple. Jouez dans l'année, je vous donnerai la règle du jeu à la fin d'année. Bien sûr, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais ça, on le découvre cette année. Pas d'espèce de fiction juridique. Vous êtes réputé que vous êtes un particulier ou une entreprise, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, percevoir l'ensemble de vos revenus et l'ensemble des opérations qui ont généré ces revenus le 31 décembre, minuit, heure à laquelle, dernier moment où la loi de finances, bien évidemment, a été votée, et va donner la règle du jeu de la fiscalité depuis le 1er janvier. Et alors, justement, là, dans le contexte d'incertitude actuelle, si je vous pose un certain nombre de questions pour avoir des réponses très courtes sur le sujet, les impôts vont-ils augmenter ? Les impôts vont naturellement augmenter puisqu'il n'y a pas d'indexation du barème. Voilà, exactement. Alors on sait que ça fait à peu près 400 000 contribuables qui vont rentrer dans le barème de l'impôt. Je rappelle, c'est quoi l'indexation? C'est qu'il y a inflation, vos revenus augmentent, les taux à partir duquel l'impôt frappe, augmente, l'assiette à partir duquel l'impôt frappe augmente, et puis les taux peuvent bien évidemment évoluer. Pas cette année. Pour 2024, on va reconduire en réalité ce qui s'est passé pour 2023. Ça fait 400 000 contribuables qui vont rentrer dans le barème de l'impôt sur le revenu, et 17 millions de Français qui vont être touchés, puisque naturellement leur impôt va augmenter, et on sait qu'on a eu quand même un peu d'inflation. La France va-t-elle emprunter plus cher, et quel impact sur les investisseurs particuliers, ceux qui détiennent du fonds euro par exemple? Alors ça, c'est
beaucoup plus compliqué parce que la construction du fonds euro se fait avec une méthode qui n'est pas en mark-to-market mais qu'en mark-to-model. D'accord. Ça veut dire qu'on modélise et on lisse en quelque sorte les rentabilités des obligations qui sont achetées au fil de l'eau. Il y aura des impacts certainement, mais qu'on verra beaucoup plus tard. Non, il y a un point qui est important d'impôt sur le revenu dont on n'a pas parlé. Donc si on a vu qu'il y avait quand même des contribuables qui perdaient, il y avait des contribuables qui vont gagner. Parce que n'oublions pas que dans la partie recette du budget de l'État, ce qui a été censuré, c'est le financement de la sécurité sociale. Mais on discutait parallèlement de la loi de finances. La partie recette, s'est arrêtée puisque le gouvernement a été censuré. Cette partie recette prévoyait une augmentation des impôts pour une partie des contribuables qui sont les plus aisés. Bien et sûr. pour les entreprises qui sont les plus aisées. Puisqu'on sait, et là on a parlé, rappelez-vous, de la foire fiscale, le concours Lépine de la meilleure fiscale, la flat tax, 30%, 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux. Le Sénat avait voté, donc dans le cadre de la navette parlementaire, une augmentation de 12,8 à 15,8 de 3%. Et puis on avait créé la contribution additionnelle qui vise à augmenter le taux d'impôt pour que, in fine, dans la composante hier, on ait les 12,8 de la flat tax, on passe à 20. Ça fait une augmentation de 56%. Ça passe à la trappe. Ça veut dire que les dividendes... C'est reporté ou ça passe à la trappe? Non, ça passe à la trappe. Le budget... Le gouvernement a été censuré, le budget est réputé n'avoir jamais existé. Les 3500 amendements, les 64 textes qui constituaient le budget de l'État, à la trappe, à la poubelle, et ça va être remplacé, on le sait, par une loi spéciale, avec uniquement 3 textes, puis l'année prochaine, il y aura un budget de rassemblement. Sans faire de politique fiction, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Réalité, Oui, non, bien sûr, on sait pas ce qui va se passer, mais si ces amendements ont été déposés une fois, peut-être que globalement, on peut se dire qu'il y aura de nouveau une volonté d'un certain nombre de partis politiques de revenir à la charge sur ce sujet. Est-ce que le danger est définitivement écarté de ces augmentations Le danger, si je puis dire, est écarté pour l'année 2024, car on sait, et on parlait de rétroactivité fiscale, la rétroactivité, il n'y a pas. C'est ce qu'on appelle la petite rétroactivité par cette fiction juridique que j'expliquais, où au 31 décembre, on est réputé avoir perçu tous les revenus de l'année. Bien sûr. Mais ça, c'est pour 2024. À partir du moment où, pour 2024, on a voté la loi, si elle est votée en 2025, est-ce que la petite rétroactivité jouerait ? Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme imposent un principe selon lequel il ne peut y avoir de rétroactivité, puisque là, ça sera l'année prochaine, pour évidemment une année antérieure, pour 2024. Il ne peut y avoir de rétroactivité que d'un sens, c'est plus favorable aux contribuables. Or, comme il y avait une augmentation du taux de l'impôt, ça lui serait défavorable. Donc, les contribuables qui ont plus de revenus vont se retrouver avec une fiscalité qui sera similaire en réalité en 2024 à celle de 2023. Plus-value de cession de valeur mobilière, revenus de capitaux mobiliers, 30% plus la contribution exceptionnelle, mais ça n'ira pas jusqu'à un taux qui aurait pu augmenter jusqu'à plus de 40%. Encore 2 questions, notamment pour aider les gens qui nous écoutent à faire des choix d'investissement. On a vu beaucoup d'amendements déposés également en lien avec la fiscalité liée à l'immobilier ou à l'investissement immobilier. Alors effectivement, ça passe à la trappe, si je suis votre raisonnement. Mais ça peut revenir, oui, certains, effectivement. Est-ce que ça remet en cause la manière d'appréhender l'immobilier pour les années à venir ? Ça remet en cause. Vous savez qu'il y avait une fiscalité qui était à 2 vitesses sur les investissements immobiliers locatifs, bien sûr, particuliers. Donc on essaie de cloisonner. Donc soit des revenus qui sont location nue. Vous louez un appartement, j'allais dire vide, avec un bail d'habitation qui est de 3 ans, et où là on a une fiscalité qui est l'augmentation, la contribution des revenus fonciers rentre dans le cadre du barème de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Et puis on avait la location meublée, les Airbnb, tous ces éléments-là, la location de votre résidence secondaire durant l'été, donc pour une durée qui est temporaire, 1 an, pour des baux classiques, ou qui peut être uniquement pendant les périodes, par exemple, estivales ou à l'occasion de vacances hivernales. Et bien là, on avait une fiscalité avec à 2 vitesses, puisqu'on avait la moitié, donc les revenus sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, avec une fiscalité qui obérait de moitié. Donc là, on remet la fiscalité à l'endroit, c'était plutôt pas mal. La tendance qui se dessine, naturellement, ça devrait revenir. C'est plutôt une bonne chose pour donner un peu de stabilité, et donner la faculté, notamment dans les centres-villes, d'avoir un parc locatif qui va augmenter. Donc c'est plutôt une chose qui est relativement favorable. Pourquoi, sur une durée longue, qu'on favorise, d'avoir des particuliers qui vivent dans les villes, on a une fiscalité qui serait plus désagréable que lorsqu'on a les valises à roulettes qui viennent nous ennuyer tous les vendredis soirs. Franchement, c'est pas idiot. Autre question, on a beaucoup entendu avant la censure du gouvernement ce spectre un petit peu mis en avant qui était, si le gouvernement est censuré,
les marchés financiers vont s'affoler et la situation va être très compliquée pour la France. Ça fait une semaine, on a vu la réaction des marchés financiers. Il n'empêche que l'idée reste là. À quoi s'attendre sur les marchés actions et comment appréhender, surtout quand on est investisseur particulier et qu'on investit sur son assurance vie ou directement sur son PEA. Peut-être d'abord sur les marchés de taux. Donc, Bien sûr, la première difficulté, c'est que, vous savez, à l'instar des particuliers qui aiment la stabilité fiscale, les marchés aiment une certaine stabilité. Bien sûr. Donc, le fait que la France, depuis la 5e République, depuis le 4 octobre 1958, on a des institutions qui sont stables. On a aussi des hauts fonctionnaires de grande qualité. On a un corps de fonctionnaires de grande qualité. Ça donne de l'assurance, tandis que, bien évidemment, notre endettement est très fort. Et si jamais on a un endettement qui augmente, je rappelle qu'on est dans des endettements à 115% du PIB, qu'on a les taux de prélèvements obligatoires les plus élevés en France, donc on se retrouve avec un endettement qui représente 3 228 milliards de mémoire, c'est fort. La stabilité, c'est les institutions et une qualité de fonctionnaire de haute qualité. Si les institutions commencent à défaillir, parce qu'on voit qu'on est en instabilité politique, naturellement, c'est un élément de déstabilisation et naturellement, ça va nous amener progressivement à avoir des taux, à avoir des spreads, on l'a vu avec l'Allemagne qui se creuse, avoir des taux qui risquent d'être un peu plus élevés que ce qu'on a connu et donc de creuser la nouvelle fois le déficit public et la dette publique. Donc l'instabilité fait qu'on risque d'avoir des taux qui augmentent. Sur le marché des actions, on a des éléments qui sont un peu différents. Si on a vu, dans le cadre du budget qui a été censuré, une augmentation de l'impôt pour les entreprises les plus florissantes de notre économie, naturellement, ça fait d'autant moins de résultats. Et que donc, naturellement, ça dégrade un peu la valorisation. Donc, on risque d'avoir, donc, pour les mois à venir, un peu d'incertitude qui va nous donner une observation sur le marché de taux et le marché actions, avec encore une attention particulière. Et aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour essayer de se prononcer de fait évidemment cette instabilité. Qu'est-ce qu'on fait quand on est particulier à fin 2024 On est beaucoup en observation quand même, j'ai l'impression. Mais... Alors il faut savoir qu'on a quand même des enveloppes fiscales qui demeurent privilégiées. On a le PER en fin d'année, quand même, il ne faut pas l'oublier. On a l'assurance vie qui est relativement stable. Les fonds euros qui ont une construction qui se construit dans le temps. Bien sûr, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Des vicissitudes. On a des marchés actions qui peuvent toujours demeurer satisfaisants. On a des produits structurés sur lesquels on a des protections, des barrières de protection très intéressantes. On a le private equity aussi, où là on voit qu'on a une durée qui est longue et on a un peu aussi, on est un peu à l'abri de l'instabilité de la cotation continue, si je puis dire, avec cette espèce d'élément salvateur dans le private equity, qui est le fait qu'on a la durée devant nous sans pour autant avoir la cotation sur le jour. Et ça, c'est un point qui est important. Donc on a plein de choses à faire. On a un peu aussi d'attention, on a un peu de regard avec du repos. On prend son temps. On attend de voir un peu comment les choses vont se passer et puis après on pourra arbitrer. Même question quand on est conseiller en gestion de patrimoine. Du coup, on a un peu plus de difficultés à conseiller ses clients en fin d'année. C'est naturellement plus complexe, puisque nous ne sommes pas des magiciens. Nous observons les marchés, nous observons bien évidemment les constructions du budget, nous observons l'instabilité politique, et on est là pour essayer d'être un filtre auprès de clients. Ça peut différer certaines opérations, donc dès l'instant où on s'interroge sur quelles sources fiscales seront-nous mangées demain. Je rappelle qu'en France, on a les plus forts taux de prélèvements obligatoires, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, les Français payent beaucoup d'impôts, et ça serait peut-être bien qu'on calme un peu le jeu pour donner cette stabilité tant attendue. Merci beaucoup Benoît Lombard de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Maison Laplace, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, un œil de l'expert où nous allons tenter de comprendre tout ce qu'il faut savoir lorsque l'on veut détenir un compte bancaire à l'étranger. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aurélie Sultan. Bonjour Aurélie Sultan. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste en patrimoine et experte en location meublée au sein du cabinet Demezois. Alors on va parler d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger ou de détenir un compte bancaire à l'étranger. Peut-être une question que se pose un certain nombre d'épargnants aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible en 2024 pour un contribuable français de détenir un compte à l'étranger, Aurélie Sultan? Alors oui, bien sûr, c'est possible de détenir un compte à l'étranger, c'est tout à fait légal. Mais en revanche, ce qui n'est pas légal, c'est de ne pas le déclarer à l'administration fiscale et de ne pas déclarer aussi les revenus qui sont générés par ce compte. D'accord. Donc, tous les ans, en fait, quand vous détenez un compte à l'étranger, vous devez, au moment des déclarations d'impôt sur le revenu, joindre un formulaire spécifique indiquant à l'administration que vous avez un compte à l'étranger et déclarer sur des cases spécifiques les revenus générés par ce compte. Et c'est important de noter que ce n'est pas seulement les comptes à l'étranger classiques que nous devons déclarer.
Ça concerne aussi cette obligation déclarative, aussi tout ce qui est compte crypto-monnaie, compte néobanque, type si vous avez un compte Revolut ou PayPal, dans certains cas, vous devez aussi le déclarer à l'administration fiscale. Donc il faut se renseigner parce que parfois on peut faire appel à des plateformes en français, mais en fait le compte est à l'étranger. Est à l'étranger, donc il faut respecter cette obligation déclarative. Et se demander si on n'a pas un compte à l'étranger sans le savoir du fait d'investissements qu'on aurait voulu réaliser via des néobanques ou des banques en ligne. Exactement. Quelles sont les sanctions si jamais on ne déclare pas en bonne et due forme les revenus générés sur un compte à l'étranger ou l'existence de ce compte à l'étranger? Alors elles ne sont pas neutres, les sanctions. Pour résumer, on va dire qu'il y a 4 sanctions. D'abord, vous avez une amende de 1 500 € par compte et par année de mission. Et l'administration peut revenir 4 ans en arrière. Et cette amende peut être portée à 1 500 € si le compte est détenu dans un pays un peu plus exotique qui n'a pas certaines conventions avec la France. Donc ça serait la première sanction. Ensuite, l'administration, si vous ne justifiez pas l'origine des fonds, vous n'arrivez pas à justifier l'origine des fonds, elle peut vous taxer sur 60% du solde du compte. D'accord. C'est une grosse sanction aussi. Et ensuite, quand vous avez un compte à l'étranger, l'administration, s'il n'est pas déclaré, peut revenir non plus 3 ans en arrière, mais 10 ans en arrière, ce qui peut avoir des conséquences assez importantes en matière de redressement, aussi bien en matière d'impôt sur le revenu, d'ISF. D'accord. C'est vrai que finalement, le fait de prendre un compte à l'étranger, ça peut augmenter votre base imposable à l'ISF, comme elle peut revenir 10 ans en arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus d'ISF. Oui, c'est ça, c'était ma question. D'accord. Jusqu'en 2014 à 2017 en matière d'ISF. Si vous aviez un compte à l'étranger non déclaré au moment où l'ISF était dû, on peut vous recalculer l'ISF que vous deviez à l'époque. Exactement. Et il peut y avoir aussi des redressements en matière de succession, parce que vous avez pu avoir hérité d'un compte à l'étranger qui n'avait pas été pris en compte dans le cadre de la déclaration de succession, et ça peut générer des redressements sur les droits de succession. Et l'administration, en cas de redressement, peut appliquer des majorations, des pénalités, qui peuvent aller de 40 à 80%. Donc, ce n'est pas négligeable. Mieux vaut effectivement le déclarer. J'imagine que l'administration fiscale a tous les outils nécessaires à identifier l'existence d'un compte à l'étranger. Exactement. Surtout aujourd'hui, la France a conclu avec à peu près 80-90 États un accord concernant l'échange automatique d'informations. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que les banques étrangères, si elles voient qu'elles ont un résident fiscal de France qui détient un compte chez elles, elle est obligée normalement d'envoyer automatiquement les informations à l'administration française sans que l'administration française ait à faire la moindre demande. Donc en fait, l'année dernière, juste pour avoir un exemple chiffré, c'est à peu près 7 millions comptes qui ont été révélés à l'administration française sans qu'elle ait à faire quoi que ce soit. Mais alors justement, et on finira là-dessus, il y a dans l'idée de détenir un compte à l'étranger, il n'y a pas forcément l'idée de cacher de l'argent à l'administration fiscale. On l'a dit, il y a aussi potentiellement le fait de ne pas savoir que quand on a fait appel à tel ou tel service, le compte était finalement détenu à l'étranger. Est-ce qu'on peut régulariser sa situation et comment on fait? Oui, alors on n'a plus de service dédié comme on avait sous l'époque du GSTDR qui a été fermé en 2017, mais on peut quand même continuer à régulariser spontanément cette situation. D'ailleurs, je le recommande parce que ça peut éviter aussi des poursuites pénales, parce qu'on risque aussi du pénal dans les cas les plus graves. C'est bon à savoir quand on investit sur certaines plateformes. C'est pas négligeable. Donc effectivement, on peut déposer un dossier de régularisation spontanée, mais il faut que le dossier soit quand même complet et sincère. Et donc, ça implique souvent l'assistance, d'avoir recours, d'être assisté dans le cadre de cette procédure spontanée, parce qu'il faut déposer des déclarations souvent rectificatives sur 10 ans, pouvoir justifier l'origine des fonds, récupérer l'ensemble des relevés bancaires qu'il faut fournir à l'administration fiscale. Donc oui, c'est un travail qui peut être un peu complexe et fastidieux, et souvent il est recommandé d'avoir recours à une assistance pour déposer un dossier complet et sincère. Mieux vaut se faire accompagner. Merci beaucoup Aurélie Sultan de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste en patrimoine, mais aussi experte en location meublée au sein du cabinet de Meuzois. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.